Bonjour mesdames et messieurs, je suis tout à fait très ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission semi-hebdomadaire Autour du monde. Bon Ramadan à toutes et à tous, c'est la première édition de Autour du monde, édition Afrique, pendant ce mois sacré du Ramadan. C'est pourquoi, encore une fois, permettez-moi de vous dire bon Ramadan à toutes et à tous. Comme vous savez, pendant cette édition de mercredi, on essaye de vous présenter presque les grands efforts qui sont déployés par l'Égypte et sur la scène africaine dans plusieurs domaines, à partir de la politique, passant par l'économie jusqu'au domaine des échanges culturels ou jusqu'aux d'autres domaines comme ce dont on va parler aujourd'hui, le domaine de l'énergie. Est-ce que ce domaine représente, si je peux dire, le nouveau bras de l'Égypte au niveau des investissements avec les autres pays africains frères. Donc justement, bien sûr, avant de commencer notre discussion, nous devons tout de suite vous présenter quelques reportages, comme par exemple ce reportage qui va jeter plusieurs lumières sur l'Égypte, qui a défini une initiative portant sur le développement de la transition énergétique en Afrique en coopération avec nombre d'institutions, y compris l'Union africaine, les ministres africains de l'énergie, qui sera intégré à la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP27, et ce en novembre prochain à Sharm el-Sheikh. Donc les explications seront tout de suite avec notre collègue Cherif Boussila et Marwa Arafat. L'Égypte a défini une initiative portant sur le développement de la transition énergétique en Afrique, en coopération avec nombre d'institutions, y compris l'Union africaine et les ministres africains de l'énergie, qui sera intégrée à la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, COP27, en novembre prochain à Sharm el-Sheikh. Le ministre du Pétrole et des Richesses minérales, Tarek El Molla, a fait des déclarations durant la session ministérielle de la conférence de l'Agence internationale de l'énergie sous le thème « La société de l'AIE », appelant à la coopération en vue d'adapter un climat adéquat à la réalisation de cette transition énergétique au niveau du continent d'une manière équilibrée et concrète, qui prend en considération les demandes du continent comme les conditions économiques et de vie quotidiennes. Et de préciser l'importance du rôle mondial dans la fourniture du financement des technologies nécessaires au continent africain et du soutien pour obtenir une énergie propre à faible émission de carbone. L'Égypte a initié cette initiative partant de sa foi de l'importance de la mobilisation des efforts des pays de la Méditerranée orientale et d'une intégration dans le cadre du Forum de gaz de l'Est de la Méditerranée qui adopte une vision unique en vue de profiter du gaz naturel comme source d'énergie propre et solution pour faire face au changement climatique, à savoir le ministre. Dans ce contexte, le ministre a aspiré à voir le forum à collaborer avec l'AIE pour apporter le soutien technique à l'initiative égyptienne au nom du continent africain et contribuer à ses conclusions et recommandations à la prochaine COP27. L'Égypte, après son adhésion à l'AEI, s'attend avec ambition à travailler en commun en vue de développer des plans face au changement climatique, développer un programme d'action sur la coopération dans la période à venir au niveau de la lutte contre le carbone, l'énergie renouvelable, l'hydrogène et l'efficacité énergétique. C'est ce qu'a dit M. Al-Molla. Passons donc tout de suite, chers téléspectateurs, à notre reportage, toujours sur les efforts égyptiens au niveau africain, mais aussi au niveau de renforcement de la coopération égyptienne avec les autres pays hors de ce continent. Il s'agit cette fois-ci de l'Uruguay. En fait, on trouve que la ministre du Commerce et de l'Industrie, Nevin Ghem, a affirmé que l'État égyptien tentait à consolider la coopération économique avec l'Uruguay au niveau bilatéral et multilatéral dans le cadre de l'accord de Mercosur.
lors d'une entrevue avec l'ambassadrice d'Uruguay au Caire, Adriana Lesedini. Madame Gamma a noté que l'Uruguay était un des pays axiaux en Amérique latine et qui pourrait servir d'axe pour l'accès des exportations égyptiennes vers ce continent. Donc, comme vous savez, l'Égypte représente un trait d'union entre notre cher continent africain et les autres pays qui se trouvent dans les autres continents. Donc, Marwa Arafa et Chibou Sela vont vous donner plus d'explications. La ministre du Commerce et de l'Industrie, Nevin Ghem, a affirmé que l'État égyptien tenait à consolider la coopération économique avec l'Uruguay au niveau bilatéral et multilatéral dans le cadre de l'accord de Mercosur. Lors d'une entrevue avec l'ambassadrice d'Uruguay au Caire, Adriana Licidini, Mme Ghem a noté que l'Uruguay était un des pays axiaux en Amérique latine et qui pourrait servir d'axe pour l'accès des exportations égyptiennes vers ce continent. Le gouvernement égyptien, a-t-elle précisé, accueille favorablement l'ouverture des marchés uruguayens devant les exportations égyptiennes en général et les exportations d'engrais en particulier. Madame Gama a noté avoir reçu 2 lettres officielles du ministre uruguayen de l'Agriculture sur la mise en vigueur d'un accord cadre en matière de promotion et de protection de l'investissement, de consolidation de la coopération scientifique et d'échange de bourses, outre la coopération en termes de recherche scientifique dans le domaine de la production de l'hydrogène vert et des engrais. La deuxième lettre, a-t-elle fait savoir, est liée à la fourniture au côté uruguayen de la liste des entreprises égyptiennes exportatrices des engrais, surtout phosphatés et azotés. La formation d'un conseil d'affaires égypto-uruguayen prouvant de représentants des associations d'hommes d'affaires des 2 pays pour affirmer la coopération dans les domaines du commerce et de l'investissement a également fait l'objet d'examen, a mentionné Mme Gema. De son côté, la diplomate uruguayenne a affirmé le souci de son pays de développer les relations bilatéraux tous azimuts et sur les divers volets avec l'Égypte, étant un des pays axiaux au Moyen-Orient et en Afrique, soulignant que les rapports diplomatiques entre les 2 pays remontaient à près de 90 ans. Donc, passons justement, chers téléspectateurs, à un autre reportage qui va jeter plus de lumière sur la coopération entre l'Égypte et l'Afrique du Sud dans le domaine minier. Bien sûr, l'une des compagnies les plus éminentes au sein de notre continent africain veut élargir ses coopérations, ses investissements avec l'Égypte dans ce domaine. C'est ce qu'on va savoir dans le prochain reportage. Le président de la société minière Harmony Gold, Peter Steenkamp, a affirmé que sa société, qui est la plus grande en Afrique du Sud en matière d'exploitation minière, cherchait à étendre ses activités en dehors de l'Afrique du Sud et de l'Australie, exprimant sa volonté d'investir dans le domaine de l'extraction de l'or en Égypte. Lors d'un entretien avec le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Tarek El Molla, M. Steenkamp a salué la transformation majeure dans le domaine de l'exploitation minière en Égypte au vu du climat d'investissement attractif qui a été renforcé par les récents amendements de la loi concernant les ressources minérales. Pour sa part, M. Al-Molla a passé en revue, lors de cet entretien qui a porté sur les opportunités d'investissement disponibles en Égypte, les modifications apportées à la loi sur la richesse minière qui ont créé un climat d'investissement attractif dans le domaine minier et les résultats positifs obtenus par la récente offre d'or et de minéraux qui ont réussi à attirer l'attention des grandes sociétés minières internationales. Donc, chers téléspectateurs, dans cette deuxième partie de notre édition d'Autour du Monde édition Afrique, nous allons jeter plus de lumière sur cette, si je peux dire, cette initiative lancée par l'Égypte au niveau
de l'énergie, notamment l'énergie propre au niveau de l'Afrique tout entière. Et comme vous avez suivi pendant le commencement, de cette édition, il y avait plusieurs points très importants dont on va discuter dans cette deuxième partie de notre édition avec les analyses de notre invité de marque, Dr Dora Fayani. C'est une politicienne, analyste politique, mais aussi économique. Et à côté de ça, elle est spécialiste dans le domaine de l'énergie. Docteur Dora Fayani, merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de l'INTV internationale et bon Ramadan. Merci. Merci à vous et à tous nos téléspectateurs ou auditeurs. Merci beaucoup. Donc, pour commencer très rapidement, l'initiative lancée par l'Égypte pour le développement de la transition énergétique en Afrique. Quels sont les axes et les grands buts affichés par l'Égypte derrière le lancement de cette initiative? Eh bien, il faudrait d'abord commencer par mettre cette initiative dans son contexte, oui, et qui est que l'Égypte, avec vraiment à l'initiative de notre président, a déjà mis l'Afrique dans son ensemble en tête de liste de ses priorités. Et non seulement parce que l'Égypte fait partie de l'Afrique, mais aussi et surtout parce que l'Afrique est le secteur de développement premier, ouais, de l'Égypte, et les technologies que l'Égypte a pu développer et développe dans son pays sont tout à fait adaptées aux pays africains. Donc, c'est déjà ce contexte très important qu'il faut indiquer. Alors, pourquoi en particulier l'énergie dans le contexte de la priorité de la relation Égypte-Afrique? Ouais. C'est que l'énergie est en fait pas seulement l'énergie qui est l'énergie motrice, c'est-à-dire l'électricité, c'est parce que, je veux dire, les applications urbaines ou de transport, c'est que l'énergie est à la base du développement dans son ensemble. Ouais. Parce que l'énergie permet de développer l'agriculture, ouais, elle permet de développer l'industrie, elle permet de développer les infrastructures et les transports qui sont malheureusement le talon d'Achille, la faiblesse majeure de l'Afrique. Ouais, donc ce que vous avez dit, ça me mène à ma deuxième question en ce qui concerne l'impact de cette initiative sur l'évolution des économies africaines, mais aussi quelle est l'importance de cette initiative pour les citoyens africains? Eh bien, il y a plusieurs aspects là. D'abord, le premier aspect, c'est de quelle énergie on parle. Et quand on dit énergie, malheureusement, on a souvent négligé l'aspect distribution de l'énergie. Jusqu'il y a quelques années, comme vous disiez énergie, on parlait de la production de l'énergie. Mais on ne parlait pas suffisamment de la distribution de l'énergie. Ouais. Et donc l'Afrique est un continent très très vaste et le challenge, il est non seulement de mettre à disposition de toute l'Afrique une énergie à des coûts compétitifs, mais il est aussi de la distribuer jusqu'au niveau de tous les villages africains. Et c'est là qu'est le challenge. Et donc, comme l'Égypte veut être un centre régional pour l'Afrique, je veux dire pour l'énergie, pardon, ouais, de ce fait, elle a
elle a elle aussi à faire face à ce genre de challenge parce que notre pays est un pays vaste et amener l'électricité et fournir l'énergie au niveau des villages les plus reculés, soit du côté de la frontière libyenne, soit en bas du côté du Soudan, eh bien ce n'est pas évident. Il faut recourir à de nouvelles méthodologies, pas seulement un système de centrales centralisées, et ensuite on assume des coûts formidables pour la distribution de l'énergie, mais d'avoir des technologies plus décentralisées au niveau tant de la production que de la distribution donc. Oui. Donc, ma troisième question porte sur à quel point vous trouvez que cette initiative vise également à ce que les citoyens et les économies africaines s'adaptent de plus en plus avec le changement climatique et s'adaptent de plus en plus avec les nouvelles énergies, notamment ce qu'on appelle les énergies propres comme le gaz. Bien sûr. Et maintenant, les experts de par le monde parlent d'un nouveau concept qui est en train je dirais, de devenir familier à beaucoup et qui est ce que l'on appelle le nexus énergie, eau et alimentation. Enfin, je crois qu'en anglais, c'est plus évident. C'est Food, Water, Energy Nexus. C'est plus clair en anglais. Donc, et de ce fait, cela veut dire qu'il y a une relation directe avec le changement climatique. Parce que si on va continuer à démolir les forêts africaines pour fabriquer, je donne des exemples, des centrales d'électricité ou de développer une production électrique sans prendre en compte les aspects de protection de l'environnement de façon à ne pas avoir de problème de changement climatique, il est certain que ceci ne peut pas fonctionner. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est que l'Afrique, dans son ensemble, a joui comme l'Égypte d'ailleurs, de périodes d'une part, ils ont des ressources hydrauliques qui peuvent produire de l'électricité, mais il y a aussi énormément de soleil. Et il est certain que ce que l'Égypte fait déjà au niveau des énergies renouvelables et des centrales solaires est, exemple, la très grande réussite à Souan, et justement qui est basée sur un partenariat public-privé. Ce sont les modèles que l'Égypte va travailler à promouvoir en Afrique. Donc, d'après votre parole, le modèle égyptien dans cette transition énergétique, que ce soit au niveau du gaz naturel ou au niveau de l'électricité, représente un exemple à suivre, un exemple à reproduire pour les autres pays africains, n'est-ce pas? Absolument. Absolument. Donc, par exemple, ou d'après les journaux qui ont suivi la proposition de cette initiative, et d'après des sites internet égyptiens, cette initiative est le nouveau bras des investissements égyptiens au niveau africain. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision ou de telles estimations proposées par les journaux égyptiens? Tout à fait, et ce d'autant plus que le schéma qui est proposé et que l'on voit déjà se faire en Égypte est de plus en plus un partenariat public-privé. Parce qu'il n'est pas possible d'imaginer que le gouvernement égyptien, ou quelques gouvernements africains d'ailleurs, puissent tout seuls, d'une part, financer tous les programmes et les projets qui doivent être créés, et en plus les gérer. Donc, il y a déjà un certain nombre d'entreprises égyptiennes qui ont investi en Afrique, qui sont implantées en Afrique dans des secteurs
soit énergétique, soit proche des secteurs énergétiques. Et il est certain que c'est ceci qu'on voit se dessiner, qui est de bâtir des stratégies qui correspondent aux besoins des pays africains et qui seraient proposées dans un véritable partenariat public-privé égyptien et africain. Ouais. C'est cela l'objectif. Oui, oui. Ces jours-ci, on trouve que l'Égypte martèle beaucoup sur la génération de l'énergie à partir de l'hydrogène vert. Oui. Comment vous trouvez l'importance de ça et comment l'Égypte peut étendre sa coopération avec les pays africains pour reproduire ou pour produire et générer de plus en plus des énergies propres, renouvelables même, à partir de l'hydrogène vert? On parle énormément de l'hydrogène vert en ce moment dans le monde. Ce que je peux dire, c'est essentiellement de constater deux choses. La première, qui est très importante, et qui est qu'il y a une composante financière qui est très importante, qui est que de plus en plus de banques de développement, d'organismes de financement recherchent le financement de production électrique verte. Et de ce fait, l'hydrogène vert est la réponse à ces critères financiers et aussi à la possibilité de traiter le problème du carbone et des émissions carbone. Parce que bientôt, on va avoir un système de taxe carbone qui va être développé dans le monde et qui va se traduire peut-être par quelques piastres de plus au niveau d'un kilo de tomates. Je veux dire que cela va aller aussi loin que ça. Ouais. Mais d'un autre côté, pour dire les choses comme elles sont vraiment au jour d'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'experts, des scientifiques, qui ont des points d'interrogation sur l'efficacité de l'hydrogène vert en fin de course par rapport au contrôle des émissions de carbone. Voilà. Ça, c'est ce que je peux dire qui est l'état des faits aujourd'hui. L'état des faits aujourd'hui, c'est, si je peux dire, même il y a une guerre qui se déroule actuellement entre les Russes et les Ukrainiens, mais aussi c'est une guerre qui cache, ou qui révèle, ne cache plus, qui révèle qu'il y a une guerre pour les ressources énergétiques. Évidemment. Et comme vous savez, il y a beaucoup d'injustices auxquelles notre pays et notre continent africain a été exposé au niveau des émissions de carbone à cause de ces économies très avancées, ces économies occidentales, américaines, européennes, ainsi de suite. C'est pourquoi l'Égypte cherche actuellement à attirer plus de financement afin de compenser les pays africains contre cette injustice et aussi afin de rendre les économies africaines de plus en plus développées. Est-ce que dans ce contexte dans lequel on se trouve, nous pouvons dire que l'Égypte va réussir à arriver à ses buts? Écoutez, ce que l'on peut dire, c'est que nous faisons véritablement, je crois, tout ce qu'il est en notre pouvoir de faire pour y arriver. Ouais. Et ce que je trouve de très positif et très réconfortant, c'est la capacité qu'a le gouvernement de rectifier le tir, de rectifier le chemin en fonction de l'évolution du monde. Ouais. Parce qu'en ce moment, le monde évolue à une vitesse absolument effrayante. Et de ce fait, avoir
un gouvernement qui a la capacité d'infléchir son action, d'ajuster son action en fonction de ce qui se passe dans le monde à cette vitesse-là, Ouais. c'est très rassurant. Ouais. Cela indique que nous avons de bonnes chances de mener à bien nos ambitions. Oui, oui. En fait, pour terminer, on trouve que la COP 27, la prochaine édition de cette COP, représente un défi pour tout le monde parce que ce n'est pas seulement, il y a des menaces à cause des émissions à effet de serre ou des émissions de carbone, mais aussi nous sommes menacés par une guerre mondiale nucléaire. N'est-ce pas? Je n'irai pas jusque-là. Je n'irai pas jusque-là parce que les enjeux sont beaucoup trop importants. Et je crois que ce à quoi nous assistons, c'est en fait, docteur, une bagarre entre les grands. Et aucune des parties en place n'a l'intention d'aller jusque-là. Docteur Dora Farahani, je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements et bon Ramadan à vous. Et c'est la même chose. Bon Ramadan à toutes et à tous et à la prochaine.